Merci. Du coup, on va essayer surtout de ne pas prendre trop de retard et de finir à l'heure. Du coup, ça va être le moment de essayer de conclure cette mise au point et de proposer un petit peu si on peut, des recommandations thérapeutiques. Vous avez bien compris que l'association fracture et scoliose, elle est rare, même si on en voit, mais on en voit un petit peu tous, mais il n'y a pas beaucoup de grandes séries. On en voit aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. La littérature est très pauvre sur le domaine, et une fois de plus, on a eu l'occasion, et je les en remercie, d'avoir Audrey et Maxime qui sont globalement les deux seuls auteurs sur PubMed à avoir traité le sujet, donc c'est assez sympa qu'ils soient là. Et la prise en charge, évidemment, elle n'est pas bien codifiée. C'est des lésions qui sont spécifiques. Alors la pédiatrie, du coup, Audrey a bien rappelé le fait que la fracture était le point de départ de la déformation. C'est pas des fractures sur scoliose, c'est des fractures qui vont entraîner une déformation scoliotique qui, heureusement, le plus souvent est de faible évolutivité avec des angles de Cobb qui vont rester inférieurs à 20 degrés. Et en pédiatrie, il y a clairement une place pour le traitement conservateur avec une immobilisation et une surveillance. Elle rappelle quand même bien le fait que le stade évolutif de Risser, de grading de Risser, est très important puisqu'il est garant d'une certaine forme de remodelage, essentiellement dans le plan sagittal, alors qu'on ne le retrouve pas dans le plan frontal. Par contre, chez les patients plus matures squelettiquement, avec un Risser supérieur ou égal à 3, il n'y a pas de remodelage à attendre. Chez l'adulte, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une évolution qui est systématiquement mauvaise avec le traitement orthopédique par corset, et que finalement, le corset, c'est pas une bonne solution chez ces patients. On ne pense pas qu'il y ait de vraie place pour un traitement de la déformation en aigu, parce qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, et notamment le fait que on n'a pas de radio, on n'a pas ce qu'il faut. Et puis si le patient a un trouble neurologique, évidemment, on ne va pas faire un T4 L4 à 2h du mat, ça n'a pas de sens. Donc on ne pense pas qu'il y ait de place pour un traitement définitif de la déformation en aigu. On va s'adapter au cas par cas, notamment en fonction du statut neurologique, bien que dans la série, Maxime l'a bien rappelé, il n'y avait pas de troubles neurologiques. Du coup, on va prendre en charge ces fractures en fonction de la topographie. Ça dépend de quel endroit elles vont être situées. Est-ce qu'elles sont au sommet de la déformation? Est-ce qu'elles sont dans la contre-courbure? Ce qui est important, c'est la déformation qu'elles vont entraîner, mais aussi notamment leur localisation sur la colonne vertébrale, puisque la charnière thoracolombaire, comme toujours, est l'endroit où il y a le plus de fractures, et aussi où il y a beaucoup de contraintes. Du coup, il est quand même préconisé par certains auteurs, et c'est ce qui ressort aussi un peu de notre expérience, de faire des montages courts avec une fixation solide. Et nous, on n'hésite pas trop à leur faire un support antérieur avec un deuxième temps pour avoir quelque chose de stable. Et on intègre quand même aussi le fait que chez un certain nombre de ces patients, il va falloir secondairement planifier la prise en charge de la déformation. Une fois que le traitement de la fracture est terminé, qu'on a obtenu une bonne consolidation osseuse, il existe un certain nombre d'évolutivité des déformations et des patients qu'on va préparer au fait que secondairement, il faudra peut-être prendre en charge leur scoliose. Quoi qu'il en soit, ce sont donc des prises en charge complexes, et donc c'est des patients particuliers parce que c'est des patients qu'il va falloir suivre vraiment et de manière encore un peu plus attentive que d'habitude, parce qu'il y a ce risque évolutif, et que ce risque évolutif, il faut l'intégrer dès le départ. Et comme vous avez pu voir dans les dossiers qu'on vous a montrés, notamment le dossier que Stéphane a montré avec la vis dans la horte, vous voyez que ce sont aussi des chirurgies complexes, par le caractère potentiellement urgent, mais aussi par le caractère dysplasique des pédicules, par la déformation. C'est des chirurgies pour lesquelles il faut bénéficier d'un environnement le plus safe possible pour l'opérateur, mais surtout évidemment pour le patient. Voilà, c'est pas quelque chose de facile comme mise au point, parce que vous avez bien vu qu'il y a assez peu de dossiers. C'est vraiment des petites séries qu'on a essayé de récupérer. On en a retrouvé quelques-uns, notamment ceux qui étaient dans les cas cliniques que vous avez eus. Mais c'est l'occasion de donner un petit peu la manière dont on a vu les choses. Je voudrais vraiment remercier la SFCR évidemment, mais tous les orateurs qui se sont impliqués dans ce travail. Et on est à votre disposition si vous avez des questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, les dossiers qu'on vous a montrés, notamment le dossier que Stéphane a montré avec la vis dans la horte, vous voyez que ce sont aussi des chirurgies complexes, par le caractère potentiellement urgent, mais aussi par le caractère dysplasique des pédicules, par la déformation. C'est des chirurgies pour lesquelles il faut bénéficier d'un environnement
le plus safe possible pour l'opérateur, mais surtout évidemment pour le patient. Voilà, c'est pas quelque chose de facile comme mise au point, parce que vous avez bien vu qu'il y a assez peu de dossiers, c'est vraiment des petites séries qu'on a essayé de récupérer, on en a retrouvé quelques-uns, notamment ceux qui étaient dans les cas cliniques que vous avez eus, mais c'est l'occasion de donner un petit peu la manière dont nous on a vu les choses. Je voudrais vraiment remercier la SFCR évidemment, mais tous les orateurs qui se sont impliqués dans ce travail, et on est à votre disposition si vous avez des questions.